nos fanatiques, de retour après avoir reçu Kevin Raphaël la semaine dernière sur le podcast. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Luc Gélina, journaliste sportif sur le beat du Canadien et également auteur. Salut Luc, comment tu vas? Ça va bien, les gars. Merci beaucoup. Vous autres? Yes, Écoute, yes, ça va super bien. Écoute, allons-y là, tout de suite comme ça, Luc. Je veux dire, parle-nous un peu de ton métier de journaliste sportif. Je pense, si je ne me trompe pas, tu as commencé toutes tes études au niveau du cégep, là, à Jonquière, avec Haute Technologie des médias, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, c'est en plein ça. J'ai été chanceux au secondaire, à Shawinigan, en secondaire 3. Je m'étais inscrit là, dans le journal étudiant, la radio scolaire aussi. Puis en secondaire 3, j'ai déjà réalisé que c'est ça que je voulais faire dans la vie, être journaliste. Donc, je suis allé à Jonquière, 3 ans. Ça ne me tentait pas trop au début, tu sais, de me déraciner de mes amis, mes chums d'enfance, dans mon petit village Saint-Boniface, près de Shawinigan. Finalement, j'ai passé 3 années fabuleuses à Jonquière. Et puis, après ça, je me suis amené à Montréal. J'ai travaillé un peu pour une maison de production qui produisait une émission d'affaires publiques qui s'appelait Caméra 88, puis qui changeait de nom à chaque année. Puis RDS ouvert en 89. Puis j'ai été chanceux, là, à peu près 1 mois et demi après l'ouverture. Euh, j'ai présenté un reportage à la Pige parce que je n'avais pas été engagé dans le processus au départ. On a accepté mon reportage à la Pige pour Sport 30, pour les nouvelles. On l'a mis en banque. Il a été diffusé le soir même parce qu'au début, quand ça a commencé, là, c'était un défi remplir le 30 minutes de Sport 30 à 23 heures le soir. On travaillait fort là-dessus. Donc, il a passé le premier soir. Je l'ai présenté un autre la semaine d'après. Puis de fil en aiguille, pas longtemps après, là, je travaillais tous les week-ends, puis je faisais des heures pas mal, puis j'ai laissé mon autre emploi. Puis si je ne me trompe pas, Luc, as-tu toujours travaillé pour RDS ou tu avais commencé, comme tu as dit un peu avant, c'était-tu TQS avant dans le temps que vous aviez En commencé fait, votre ouais, carrière? c'était une maison de production qui s'appelait Production OK. Ferron, qui était complètement indépendant, mais qui diffusait à TQS à l'époque. Moi, je ne suis jamais allé à TQS, jamais mis les pieds là-bas. OK. J'ai aucune idée à quoi ça ressemblait. Le bureau était dans le Vieux-Montréal. On était payé au reportage. Fait que, tu sais, moi, je sortais de l'école. Fallait que je m'achète des meubles, j'équipe mon appartement. Donc, j'en faisais des reportages. J'essayais de trouver des idées. Puis, d'ailleurs, c'est une idée, un reportage de sport que j'avais présenté à Caméra 89 sur une dame fin cinquantaine, qui était vraiment pas en forme, puis qui venait de faire un triathlon olympique, qui s'était mis en forme puis qui s'entraînait. Moi, je trouvais ça vraiment captivant, mais pour Caméra 89, c'était peut-être pas assez spectaculaire ou ça retenait peut-être pas assez l'attention. Je m'étais dit, bon, ben, je vais aller le présenter à RDS. Là. Je regardais ça, puis je me disais, honnêtement, je comprenais pas. Je me disais, pourquoi ils n'ont pas répondu à mes lettres? J'avais envoyé 2 lettres, j'avais eu aucun retour, même pas au moins une lettre pour me dire, Gélina, t'es pas bon, t'es pas beau, t'es pourri, rien, rien. C'est comme si c'était jamais rendu. Donc, je me suis rendu sur place, j'ai cogné, j'ai demandé à rencontrer Jacques Barrette, qui était le, le second patron. Le boss à l'époque, c'était Yvon Vademais, puis son adjoint, c'était Jacques Barrette. J'avais rencontré M. Barrette, puis il m'avait pris un reportage à la Pige comme ça, puis fil en aiguille, j'étais encore là, 31 ans et demi plus tard. Puis toujours aussi intéressant d'ailleurs, là, moi puis Gab, on est deux, vraiment pas pour faire de mauvais jeu de mots, des vrais fanatiques de sport, de hockey, puis sans faire si vous êtes un des meilleurs journalistes. En tout cas, vous avez comme été un merci, les peu gars. un modèle pour moi. Moi, j'ai voulu, avant de me diriger vers d'autres choses dans mes études, j'avais voulu aller en journaliste. Puis je pense que quand j'étais plus jeune, j'avais écrit pour savoir au niveau de cégep qu'est-ce que vous aviez fait, mais bon, ça fait tellement longtemps. Gab, tu y allais avec un autre volet de carrière, là, quand même, une carrière d'auteur qui était très bien connue, puis tu as plusieurs livres. Oui, effectivement. Regarde, juste avant qu'on commence, George, là, je voulais encore remercier Luc de venir sur le podcast. C'est vraiment apprécié. Comme George vient de le dire, là, écoute, moi, je me lève le matin, Luc, Sport 30, je joue 2, 3 fois avant que je commence l'école, avant que je parte de la maison, peu importe, ça roule tout le temps RDS, c'est tout le temps roulé dans la maison. Écoute, là, justement, George m'a passé la parole là, pour votre carrière d'auteur. Tu sais, moi, j'ai ressorti ça aujourd'hui. Oh, yes! C'est La chance Ouais, avec all Spin right. Bio. On a 2 autres tomes aussi. Là. Hey, je regardais ça justement tantôt, Luc. C'est au salon, nous autres, on est de Québec, fait que Salon du Livre de Ouais. Québec. Écoute, 14 avril 2013, c'est fou comment que ça passe vite, c'était excellent. Fait que, À ce moment, tu veux, il est signé? il est signé, mais c'est ma mère qui est allée. Moi, j'avais dit, OK. je veux les livres à Luc Gélina. Ah, c'est bien cool, ça. Ouais, fait que c'est ça, c'est super intéressant. Puis écoute, bonne chance au hockey, bonne lecture. Puis aujourd'hui, on se parle, fait que je trouve ça super intéressant. Votre carrière d'auteur, Luc, là, moi, je voulais savoir comment ça vous a piqué, comment vous avez parti ça, vos idées. Ouais. OK. Ben, en fait, tu sais, là, j'ai 53 ans. Fait que quand je suis arrivé vers 40 à peu près,
j'étais pas tanné, là, mais je voulais me prouver que j'étais capable de faire plus parce que nos reportages à Sport 30, ils ne dépassent pas 2 minutes idéalement. Puis les interventions en direct, c'est 4 minutes 30, 5 minutes. Puis, tu sais, quand ça fait, là, ça fait 31 ans, mais quand ça fait 20 ans que tu fais ça, tu sais, une année, tu dis, je suis capable de faire plus que des reportages de 2 minutes ou des directs de 5 minutes. Tu sais, moi, l'animation, c'est pas de quoi qui m'intéresse plus qu'il faut. Lire les nouvelles, j'ai aucun intérêt non plus. Moi, ce que j'aime, c'est vivre les événements, être sur place. Ça me drive. Ça, j'adore ça. Être le lien entre le public et l'événement. Et puis là, ben, j'avais étudié à Jonquière, mais en presse écrite. Donc, je me disais, écrire un livre, là, ça serait un bel accomplissement personnel. Tu sais, ça serait bon. J'aimerais ça me challengerait. Puis, évidemment, pour nous autres, les journalistes sportifs, on a un accès privilégié à de grands joueurs et à des grands coachs. Donc là, tu sais, je me cherchais des idées en me disant peut-être qu'écrire une biographie, ça peut être accessible. Je pourrais peut-être trouver quelqu'un de vraiment intéressant. Puis, tu sais, en même temps, c'est un défi qui m'intimidait. Tu sais, honnêtement, j'avais un doute. Je ne savais pas que j'étais capable de faire ça, tu sais. Puis, finalement, c'est parce que ce qui m'a aidé à trouver l'idée du premier livre, c'est parce que je suis un père de famille. Puis mes 3 enfants, c'est 3 sportifs. Mais les 2 plus vieux jouaient au hockey. Fait que j'étais toujours dans les arénas. Puis par la force des choses, des parents, autant de nos équipes que les adversaires, ou même des gens qui jouaient même pas contre nous autres, mais que je croisais dans des tournois, souvent, presque à toutes les semaines, il y a des papas ou des mamans qui venaient me voir et qui me demandaient des conseils. Hey, j'avais de la misère à gérer les miens. Je ne commencerais pas à dire quoi faire avec les autres. Et donc, tu sais, est-ce que mon fils devrait faire 3 écoles de hockey cet été? C'est-tu trop, tu penses? Hey, je ne sais pas, moi. Donc, ce que j'ai commencé à faire, comme ça, j'ai commencé à questionner, pour mon plaisir personnel, des joueurs dans le vestiaire, des Québécois. Puis j'ai réalisé que leur enfance était drôlement extraordinaire. Comme Mathieu Dandonneau, en compte, il a été une année complète sans jouer au hockey parce que son père l'avait placé dans un pensionnat. Tu sais. Puis il a quand même réussi à atteindre la Ligue nationale. Donc, je parlais avec ces gars-là, puis j'ai réalisé que leur histoire me fascinait complètement. Puis là, j'ai fait un peu de recherche, puis j'ai proposé à un éditeur, André Gagnon, s'il était intéressé d'avoir un livre avec des mini-biographies sur l'enfance des joueurs de la Ligue nationale. Donc, dans quel genre de famille, puis comment ils se sont développés. Ils faisaient quoi, eux autres? Novices, atomes, puis oui. Est-ce qu'ils ont voulu lâcher? Puis les histoires, c'est ça, là, tu sais. Martin Brodeur a déjà lâché le hockey. André Roy a lâché pour faire du ski alpin. Les deux, c'était à cause de chicanes avec des entraîneurs. Francis Bouillon avait commencé gardien de but. Roberto Luongo, attaquant. Donc, juste démontrer, ça a été quoi leur cheminement? Parce que c'est pas des extraterrestres. C'est des petits gars de chez nous qui ont réussi à accomplir leur rêve ultime. Donc, c'était quoi leur recette? Comment ils ont fait ça? Puis, on a publié ça. Ça s'appelle, ça s'appelle encore, là, mais quand on l'a publié, ça s'appelait La LNH, un rêve possible. Puis ça a drôlement bien roulé, vraiment. Ça a fait lire les garçons. Ça a été un gros best-seller. Là. Avant même qu'il soit publié, j'avais proposé un tome 2 parce que là, à force de parler avec les gars, je voyais qu'il y avait tellement de belles histoires à raconter. Puis, fil en aiguille, je me suis rendu compte que mes journées de congé, c'était drôlement le fun de les remplir en faisant de l'écriture. Et nous autres, on a congé, Chantal Maccabé et moi, un mardi, un jeudi, quand les enfants, mais là, ils sont maintenant, c'est des adultes, là, mais ils étaient à l'école. Leur mère est au travail, donc je suis tout seul à la maison. Un coup, tu as passé à la balayeuse à 9h15, là. Journée longue, le mardi. Donc, c'est venu combler des temps libres, puis c'est devenu un hobby. Maintenant, j'écris à l'hôtel, sur la route, dans l'avion, puis dans mes journées de congé. Puis j'aime vraiment ça. Ah, c'est super intéressant, Luc. Écoute, là, justement, on parlait 5 tomes de C'est la faute à. On a les étonnantes saisons des Pumas, la LNH en rêve possible. Il y en a 2 ou 3? Il y en avait 2, ouais. Il y en avait 2, c'est ça. Sinon, Steve Bégin, tous ces livres-là, écoute, c'est super intéressant. Fait que, George, tu vas enchaîner avec la prochaine. Ah, merci, Gab. Écoute, super intéressant. Moi, c'est parce que je viens de déménager, là, je suis rendu dans ma propre maison. Fait que tous mes livres sont à Québec, malheureusement. C'est pas faire une excuse, mais je les avais tous achetés également. Ah ouais. Écoute, Jordan, peux-tu te poser une question, moi? Vas-y, bon. Tu m'as dit que tu m'avais écrit il y a une couple d'années pour savoir, est-ce que je t'avais répondu au moins le message? C'était-tu rendu? Oui, absolument. Okay. Vous m'aviez répondu que vous aviez fait hors technologie des médias. OK, good. Parfait. Ça me fatiguait, là. Non, puis, fait coquin, je pense que Daphné a travaillé au Sportium à Québec, hein, si je ne me trompe pas. Oui, Daphné, j'ai 3 enfants, Guillaume, Daphné et Pénélope. Sur la fin qu'elle était là, je travaillais également au Sportium. Je pense qu'on s'est croisés, mais jamais parlé nécessairement. Je suis allé une couple de fois. Ouais, c'est là que j'allais acheter mes espadrilles pour la course, quand je descendais à Québec. Là. Quand je faisais des Écoute,
Ben oui, c'est ça. Mes parents faisaient la même chose. Écoute, on en a tous profité. Malheureusement, c'est fermé, mais bon, Ouais. écoute, c'est pas par rapport à ça. Pour changer un peu d'optique, je veux dire, on sait que c'est une réalité. Il y a une pandémie mondiale présentement. Puis moi, je voulais savoir, Luc, c'est quoi les défis que t'ont apporté cette pandémie-là sur ton métier? Tu sais, je comprends là, les entrevues, peut-être qu'il y a moins le côté humain, mais outre ça, est-ce qu'il y a d'autres défis que vous en amené la pandémie? Oui, il y en a une couple. Au début, là, quand tout a arrêté, on a voulu, nos patrons ont voulu continuer de faire rouler RDS et les bulletins de sport. Donc là, au début, mars, avril, mai, la saison passée, là, quand il n'y avait justement pas d'hockey, juin, le défi, c'était de trouver des histoires. Puis ça, c'était vraiment le fun, vraiment valorisant de faire notre travail de journaliste, contacter des gars, faire des entrevues, fouiller pour gratter, pour trouver des histoires. Après, quand ça a commencé avec les séries éliminatoires, là, on était dans une bulle, on n'était pas là, nous autres. Donc, il y avait beaucoup de matchs, c'était pas si mal. Mais là, depuis que la vraie saison actuelle est commencée, depuis le mois de janvier, je trouve ça un peu plus compliqué. Il y a des journées, que j'ai vraiment l'impression de travailler. La notion de plaisir n'est pas disparue complètement, mais est moins présente. Puis aujourd'hui, c'est un bon exemple de complication de notre travail. Aujourd'hui, chez Weber a donné une entrevue, puis ça fait un mois et demi qu'il joue mal, honnêtement, qui est pas mal croche, puis on n'est pas habitué à ça. Ça fait plusieurs fois qu'on le questionne. La semaine passée encore, Jonathan Bernier, Journal de Montréal, lui a demandé s'il y avait une blessure, s'il y avait quelque chose. On est quand même poli avec. Puis aujourd'hui, il a été questionné encore sur son jeu, puis il ne veut pas répondre. Il ne veut pas dire qu'il joue mal. Ça y appartient, c'est correct. C'est le capitaine du Canadien. On n'a pas été habitués à ça, nous autres, avant, avec Pacioretty. Pacioretty se flagellait là, quand ça allait mal. Là, il se donnait un char de bêtises. Gianta, c'était pareil. Koivu, c'était pareil. Là, on a un capitaine qui est tout croche, qui n'est pas capable de dire qu'il est croche. Il refuse carrément d'aller là. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais capitaine. L'important, c'est comment lui gère la situation avec ses coéquipiers dans le vestiaire, puis comment il travaille avec le personnel d'entraîneur. Mais si on était hors pandémie, dans le vestiaire, comme d'habitude, on aurait une bonne idée là, de comment Shea Weber se sent pour vrai. Parce que là, on parlerait avec les gars, on fait nos entrevues. Quand c'est terminé, on continue, on jase. Puis ça arrive dans l'année plus qu'une fois. Des fois, on parle avec un gars, puis il y en a un qui nous dit en anglais ou en français, hey, là, donnez un break, là, parlez-en pas, mais il joue blessé. Donc là, on fait comme OK, là, on comprend. Il ne veut pas nous le dire, mais il joue blessé. Donc là, nous autres, ce qu'on fait, puis j'ai inclus mes collègues là-dedans, parce qu'il n'y a personne qui trahit des secrets. En général, si tu le fais une fois, tu es brûlé à vie. Là, on va dire, bon, on soupçonne qu'il soit blessé. Ou on a entendu à travers les branches qu'il ne serait pas à 100 Là, en n'étant pas dans le vestiaire, on n'a pas ce pouls-là. Donc, c'est cet exemple-là qui est arrivé aujourd'hui. Je trouve que ça représente bien. Puis l'autre affaire, c'est qu'on a tous les mêmes histoires. Puis ça, c'est le public qui paye pour un peu, je peux dire. Le Canadien limite à 2 joueurs les journées d'entraînement et à 3 joueurs les matins de match. Donc, comme au début du camp d'entraînement, notamment, là, il y en avait un paquet d'histoires. Là. Il y avait plein de nouveaux joueurs, des gars qui avaient un effet domino, qui changeaient de position. Donc, en temps normal, la première journée du camp, moi, j'aurais peut-être fait une histoire principale sur Josh Anderson et Tyler Toffoli en sidebar, comme on appelle. Pendant qu'à TVA Sport, peut-être, il aurait fait de quoi avec Jake Allen et Joel Edmondson, 2 anciens gagnants de la Coupe Stanley. Puis le Journal de Montréal aurait fait de quoi sur Nick Suzuki, sa 2e année, qui s'en vient, il est prêt à prendre un plus grand rôle. Puis peut-être que la presse aurait parlé de Kotkaniemi, qui là, est allé à Laval, puis il y a du bon hockey dans la bulle. Au lieu de ça, là, ben, c'est le Canadien. On a quand même une interaction avec eux, mais le Canadien nous sort 2 joueurs. Donc là, tout le monde, tous les réseaux, tous les journaux, tous les sites web ont les mêmes histoires. Donc ça, c'est un côté qui est plate. Par contre, il y a un avantage. Je sais que tu m'as parlé des côtés négatifs, mais l'avantage, c'est que puisque tout se fait de façon virtuelle par Zoom, tous les clubs de la Ligue sont disponibles. Donc moi, ce matin, par exemple, j'ai fait le Zoom des Rangers de New York. Après ça, j'ai fait celui des Bruins de Boston parce que je voulais parler de Taylor Hall qui est retourné à Buffalo pour la première fois, puis son trio va bien avec Krejci et Smith. Donc, puis on regarde d'avance le matin. Puis si on sait qu'à San Jose, Vlasic va être disponible, bien, on se plug, puis on parle avec Vlasic en français ou Bergeron en français ou Couturier ou Huberdeau. Donc ça, au moins, c'est un avantage qu'on peut... Il faut trouver le positif. Moi, je suis un gars naïf. Je trouve tout le temps le positif la plupart du temps.
Écoute, c'est super intéressant. C'est le fun aussi de voir, c'est ça, justement, le côté positif de tout ça dans une année qui nous semble, ma foi, un peu dans Ouais, le parce qu'il n'y en négatif. a pas tant. Non, non, mais faut en profiter, tu sais, c'est ça. Ouais. Faut voir là, quand même le bon côté de la médaille. Gab, si tu veux continuer. Écoute, moi, Luc, là, tu as parlé de l'incident, un peu, je peux appeler ça comme ça, chez Weber, tout ça. Écoute, moi aussi, j'ai toujours adoré peut-être devenir journaliste sportif quand j'étais plus jeune, ces choses comme ça. Écoute, moi, il y a quelque chose, à chaque fois que j'écoute le hockey, que ce soit avec mes parents, avec mes amis, il y a une chose, là, on dirait que je suis jamais, tu sais, je suis jamais impartial, là. Je veux dire, je suis un grand fan du Canadien. Moi, je veux savoir pour toi, là, moi, quand j'étais jeune, comment ça marche pour toi? Tu sais, souvent, là, j'imagine que tu es un fan du Canadien. Écoute, quand les choses vont mal, ces choses-là, comment garder le professionnalisme là, un peu dans ta job? C'est pas trop prendre position, ces choses comme ça. Là. Moi, je veux savoir un peu pour toi. En Là. fait, je pense que je vais peut-être te faire de la peine. J'ai jamais été un fan du Canadien. Non? Bizarrement, là, puis je vais t'expliquer pourquoi. J'étais un fan des Jets de Winnipeg quand j'étais OK. adolescent. Moi, j'allais voir jouer les Cataractes de Shawinigan. Il y avait deux messieurs dans Saint-Boniface, dans mon village, que je connaissais bien, qui étaient des amis de mes parents. Donc, quand j'avais ramassé de l'argent, ça coûtait 2 piastres, c'était soit en haut dans le pit. Fait que quand j'avais ramassé 2 piastres, j'appelais un des deux ou mes parents, puis là, ils m'amenaient à l'aréna. D'autres, il y avait des billets de saison, puis j'y retrouvais à la porte à la fin du match. Tu sais, j'ai commencé à faire ça à peu près à 10 ans. Et euh, à l'époque, Cornwall jouait dans la LHJMQ, puis il y avait un joueur phénoménal qui s'appelle Dale Hawerchuk. Dale Hawerchuk venait jouer à Shawinigan. Donc, moi, c'est l'être humain que j'ai vu de mes yeux qui était le meilleur joueur que j'ai jamais vu. Je suis tombé en amour avec Dale Hawerchuk. Et en 81, les Jets l'ont repêché. Et Serge Savard, qui était une ancienne légende du Canadien, est sorti de sa retraite pour aller jouer avec les Jets. Puis j'aimais beaucoup Serge Savard. Donc là, c'était automatique. J'ai commencé à prendre pour les Jets. J'étais en secondaire 2. Puis je suis devenu vraiment craqué. Là. Je savais toutes les statistiques des Jets. Je leur avais même pris la peine d'écrire sur une lettre pour demander une photo signée de Dale Hawerchuk. J'avais trouvé l'adresse. Puis il n'y avait pas le web dans ce temps-là. Là. Puis il m'était revenu une enveloppe avec des photos signées par Dale Hawerchuk, Scott Arniel, puis Paul McLean de mémoire. Je capotais, j'étais fou raide. C'était accroché dans ma chambre. Donc, j'étais un tripeux des Jets de Winnipeg. C'est le fun, j'ai rencontré Dale Hawerchuk après, puis j'ai tout compté ça. Puis pour le Canadien, je pense que c'est une des raisons pourquoi ça fait longtemps que je suis là. Puis c'est pareil pour Chantal Maccabé, puis les gars qui sont sur le beat. Quelqu'un qui est un partisan du Canadien ou qui est un peu groupie ne peut pas toffer. Peut pas toffer. Puis je te dirais, à la limite, je les aime pas. J'aime pas le Canadien. C'est dans le sens que j'aime les Québécois, moi. Tu sais, quand j'arrive à Vegas, je veux que Marc-André Fleury ait un jeu blanc, puis que Marchessault en mette 2 dedans. Tu sais. Moi, j'ai un attachement pour les Québécois, puis quand on les côtoie, c'est tout le temps agréable, c'est tout le temps le fun. L'été, on les voit dans leur tournoi de golf souvent. Puis quand le Canadien est éliminé aussi, on est sur la route, puis on couvre les autres clubs. Quand on arrive à Tampa, ben là, on passe du temps beaucoup avec ces Québécois-là qui nous accueillent à bras ouverts, qui sont gentils avec nous autres. Puis ça dépasse le cadre du hockey. On a des belles conversations. Puis au fil des années, il y a tellement eu de Québécois, un grand nombre à Tampa, à Pittsburgh. C'est tout le temps le fun d'aller là. Donc, Canadiens, je les aime. C'est le fun. Puis je veux qu'ils soient en play-off parce que toute la ville buzz, tout le monde, puis pas juste la ville, tous les amateurs, tous les partisans du Canadien, la grandeur de la province sont heureux. Pour ma vie familiale, c'est bien plus le fun parce que je viens coucher à la maison souvent. Quand le Canadien n'est pas là, on part, moi et Chantal, chacun de notre bar. Puis, on fait des clubs à gauche, à droite, on se promène. Mais au moins, quand le Canadien est en série, ben, je reviens à la maison, Chantal elle va chez elle, puis on voit nos familles respectives, tu sais. La manière dont je parle de Chantal, pensez pas qu'on est en couple, là. On part chacun de notre bar. On est tout le temps chacun de notre bar, là. Là, c'est ma meilleure chum de fille. Puis, mais c'est ça, je veux que le Canadien ait du succès. C'est bon pour les codes d'écoute, c'est bon pour RDS, c'est bon pour TVA Sport. Le Journal de Montréal vend plus, 98.5 a des meilleurs codes d'écoute. Les restaurateurs, le Spirit, le monde. Mais si le Canadien perd, j'ai pas de peine. J'ai pas de peine du tout, là. Écoute, juste d'anecdotes comme ça, tu sais, moi et Gab, on est des. Ben, moi, je travaille plus là, mais Gab travaille encore là. On travaillait à la cage à brasserie sportive à Beauport, à Québec. Puis écoute, c'est ça, comme tu dis, quand le Canadien est dans un up, Ben oui, l'émotion est tellement dans un fun. up, c'est bon pour tout le monde. C'est vrai que c'est le fun quand il gagne. Gab, si tu veux continuer, vas-y. Ah, écoute, c'est super intéressant. Moi, écoute, tu m'as surpris avec étant fan des Jets de Winnipeg. Écoute, Mais là, ça a passé, là. Je te parle ouais, ouais. d'adolescent, là. Ouais, c'est ça. Mais écoute, c'est super intéressant. Là. George, si tu veux continuer, moi, je te laisse aller.
Ben écoute, tu sais, Luc, je veux dire, je sais que tu en parles à tous les jours, mais j'aimerais juste en parler un petit peu en profitant de cette tribune puis de t'avoir. C'est comment tu trouves les performances du Canadien? C'est là, on voit que Price est blessé sur Ouais. le protocole des commotions cérébrales. Je veux dire, comment tu vois ça, toi, le Canadien? As-tu peur qu'il ne fasse pas les séries en affrontant 4 fois les Ouais. Flames dans les prochains matchs? Non, ouais, je pense que l'avance est bonne. Là. Il y a 6 points d'avance. Il reste seulement 11 matchs pour les Flames. Mais je suis vraiment déçu du Canadien. J'avais des grosses attentes. Sur papier, ce club-là, là, je l'adore. Je l'aimais beaucoup. J'adore les additions qui ont été faites en termes de talent puis de ce qu'il apporte aussi. Tu sais, c'est des gros bonhommes en général. Enfin, que Marc Bergevin ait trouvé un adjoint de qualité pour Carey Price. Imagine là, s'il était encore allé avec des Tokarski, puis des Niemi, puis des Scrivens de ce monde-là, comment les Canadiens, ils seraient déjà plus dans le portrait. Donc, j'aime cette équipe-là, je l'aime sur papier. J'ai été vraiment déçu du changement d'entraîneur. Je n'ai jamais compris pourquoi Claude Julien a été congédié. Carey Price, c'était tout croche. Et Claude Julien jouait pour, je pense, 621. Parce que Dominique Ducharme là, joue à peine pour 500, ou je ne suis même pas sûr s'il joue pour 500. Là, puis ça n'ôte rien à Dominique Ducharme. Je ne dis pas que Dominique Ducharme, ce n'est pas un bon coach. Dominique Ducharme, c'est probablement un excellent entraîneur, mais c'est quand même pas Claude Julien. Donc, j'en pense quoi? C'est un club énigmatique. C'est une boîte à surprise, cette équipe-là. Euh, Puis là, il y a peut-être aussi un aspect mental, aussi humain. La peur de perdre le couteau entre les dents, ce club-là ne l'a pas. Puis une des raisons, c'est que tu regardes en arrière, Calgary est assez loin. Tu regardes en avant, Edmonton, Winnipeg, Toronto, c'est pas mal loin. Ils sont comme assurés de finir quatrième. J'espère juste qu'ils ne seront pas sur le cruise control jusqu'à la fin de l'année, parce que c'est difficile de mettre la switch on d'un coup sec, mais si ça ne change pas, ça va être drôlement le fun. Une première ronde contre Toronto, ça fait, je ne sais pas, je pense c'est plus que 40 ans que c'est pas arrivé, les Canadiens, Maple Leafs en séries éliminatoires. Ça serait fou, puis j'espère vraiment que ça va arriver. Puis en plus, cette année, ce serait l'année parfaite pour ça, parce que pour le vivre de l'intérieur, ça serait pratiquement invivable, parce qu'il y a tellement de journalistes de Toronto puis de Montréal. Ça serait le zoo, là, les vestiaires, ça serait la folie furieuse. Il y aurait ben trop de monde. Je ne sais pas comment on ferait pour gérer ça. Là, avec des zoos, la gestion serait plus facile. Ça serait vraiment plus ennuyant, plus plate, là. Mais je le souhaite pour les fans aussi, là, une première ronde, pensez-y, Toronto-Montréal. Puis je suis persuadé que Montréal est capable de tenir son bout contre Toronto, vraiment. Écoute, super intéressant, Gab. Je savais que tu y vas. Tu sais, on a vu le Dominique Ducharme, Luc, qui s'est un peu choqué sur ces fameux je peux pas en faire de changement. Je veux Ouais. dire, est-ce que vous l'avez vu venir, cette montée, pas, je veux pas dire montée de lait, mais tu sais, on sait qu'il y a de la pression étant coach à Montréal. Avez-vous vu venir une réaction comme ça de Ducharme ou c'est peut-être un Ducharme que vous trouvez qui est nerveux, tu sais, lui qui en est à sa Ouais. première chance comme entraîneur-chef? Comment vous avez vu ça, vous Non, autres? mais il était temps qu'il parce que la question a été posée 3 fois. Là, un moment donné, tu sais, puis ça aurait pu m'arriver à moi, mais j'ai jamais compris que la question soit posée là, cette semaine. Parce que quand Caulfield est arrivé, c'était vendredi la première fois, là, tout de suite, on a posé des questions sur Cole Caulfield. Puis il a été clair, il nous l'a expliqué. C'est un petit peu l'expérience comme on a fait avec Romanov. Il était dans la bulle, on savait qu'il ne pouvait pas jouer, mais on voulait qu'il soit là pour profiter d'une certaine expérience de côtoyer les vétérans. C'est ce qu'on nous a expliqué. Moi, à partir du moment où Dominique Ducharme me dit ça, je prends un qui me dit la vérité. C'est le même avec tout le monde, les joueurs, tous les autres coachs. Puis, dans les jours précédents, il ne faut pas oublier qu'il y avait eu 3 buts en 2 matchs. Il avait été questionné sur Caulfield. Là, il nous avait dit que lui, il prônait la patience. Il nous l'avait bien expliqué. Sa réponse, ça durait 1 minute et demie. Ce qu'il disait en gros, c'est on ne rappelle jamais un gars trop tard. Mais l'inverse est vrai. Il n'y a rien qui presse. Il est entre bonnes mains. La clé avec lui, une des clés, c'est la patience. Là, il nous dit ça. Là, il rappelle sur le squad pour être avec les vétérans. Là, on lui repose la question. Ça fait 2 fois. Là, la question lui a été reposée avant que le club parte. Et là, c'est la 3e fois. Là, ça ne visait pas nécessairement Caulfield. Il nous avait expliqué qu'il ne peut pas rappeler. Tu sais, dans tout ça, quand il nous parlait de Caulfield, il disait même si je voulais, ôtez-vous ça dans la tête, on ne peut pas le monter en raison du plafond. Là, ça faisait une fois qu'il nous parlait de Caulfield, 2 fois qu'il nous disait qu'il ne pouvait pas faire de changement, puis on lui redemande encore s'il aimerait ça rentrer Jake Evans ou un autre. Là, c'est clair que là, il était un peu sec, mais il était temps. Là, un moment donné, quand ça fait 3-4 fois, tu l'expliques. Puis, tu sais, c'est ça, des fois, on prend. Puis je m'inclus là-dedans, on prend un bout de réponse parce qu'on a un reportage de 2 minutes. Et si j'avais travaillé cette journée-là, je l'aurais mis le bout de réponse. C'est Chantal qui travaillait. Mais c'est le problème, c'est que des fois, on manque de temps pour expliquer le contexte. Là, c'est important le contexte que
tanné de le dire, là. Puis, de comprenez, les gars, là. Puis, tu sais, la personne qui a posé, peut-être qu'elle était en congé 3 jours avant, mais lui, le résultat, c'est que ça fait une semaine qu'il en parle. Puis, de manière, je peux comprendre qu'un gars se tanne, puis il était très poli, mais il a juste répondu pour que là, tout le monde comprenne. Arrêtez de le demander, là. Il n'y aura pas de changement. Il n'y en aura pas. Non, Écoute, écoute, c'est ça. Vas-y, Gab. C'est ça que j'allais non, dire. Vas-y, Gab. non, c'est ça, mais moi, écoute, je suis d'accord avec ça, là, parce que là, on dirait que Dominique Ducharme, écoute, à un moment donné, il ne faut pas qu'il se fasse manger la lune sur le dos. Là, écoute, tu sais, de toujours répondre. Tu sais, là, je pense que comme George a utilisé un peu l'expression montée de lait, je pense que ça faisait un peu du bien là, de le voir qui réagit un peu plus. Écoute, là, juste avant, là, on a tenté un peu le terrain avec une série peut-être possible avec Montréal-Toronto. Moi, je voulais savoir, là, en date d'aujourd'hui, environ on se parle, ça serait qui tes favoris pour gagner la Coupe là, en séries éliminatoires là, pour le Ben, j'aime vraiment Washington avec l'ajout d'Anthony. Je pense que vraiment, là, lui, j'aimerais quasiment dire que Anthony Mantha, c'est un marqueur de 40 buts par année. Là, il n'a jamais joué avec des gros éléments. Là, il est avec Backstrom et Oshie. C'est un solide trio, ça. Là. J'adore ça. J'aime beaucoup. Je pensais que l'Avalanche aurait une meilleure saison que ça, honnêtement. Mais Vegas, avec Pietrangelo qui est arrivé en plus cette année, là, 2 bons gardiens. Donc, là, je ne suis pas sûr comment ça va fonctionner non plus. Là. Avant, c'était facile. Est-Ouest, là, comment on va mêler après ça? Là, mais moi, mes 2 clubs que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Washington puis Vegas, mais en même temps, la Caroline joue tellement du bon hockey, tu ne peux pas sortir, tu n'aimes pas de l'équation. En plus, Kucherov va revenir. Puis c'est trompeur un peu le classement. Parce que autant j'aime Vegas puis Colorado, eux autres, les jouent 9 matchs contre San Jose, contre LA, contre Anaheim, puis contre les Coyotes, qui ne sont pas des puissances. Donc, c'est un petit peu difficile, je trouve, à bien jauger. Mais disons que il fallait que je mette un 2 à cause de l'expérience. Je pense que je prendrais Washington puis Vegas. Écoute, c'est vraiment pas des mauvais choix. Moi, je pense, peut-être que je me trompe, là, mais je pense que j'avais entendu que c'était justement, mettons, le 1-4 de chaque division, 2-3. Et après ça, je pense que quand c'est je ne vais pas me tromper, là, les 4 gagnants de chaque, je crois que c'est l'équipe avec le plus de points va affronter l'équipe avec le moins de points, peu importe les divisions. Il me semble que c'est ça que j'avais OK, vu. ça se peut. Ça, je ne l'ai pas validé. Ça se peut, c'est plausible parce que... Écoute, je te dis ça, puis c'est peut-être pas ça non plus, mais il me semble que c'est ça que j'avais vu. OK, peut-être. Il faudrait que je vérifie. Il Ouais. faudrait que je vérifie bientôt. C'est dans 1 mois, les séries. Oui, ça arrive vite. Je regarde par là parce que mon calendrier est là. C'est bon. Ben, écoute, mais Luc, je veux dire, en sortant un peu du hockey, avec le temps qui avance super vite. As-tu d'autres passions autres que le hockey? Tu as parlé d'être auteur, mais as-tu d'autres sports que tu aimerais, pas que tu aimerais, mais que tu pratiques, pardon, ou que tu as autant de passion? J'ai plein d'affaires. D'un point de vue personnel, mon fils Guillaume a 27 ans. Il a eu des petites jumelles au mois de septembre. Donc, j'aime beaucoup ça, moi. Là, c'est plus difficile. Mais je suis vraiment quelqu'un de famille. On se fait des gros lunchs à la maison, puis quasiment des méchouis, puis on joue au beer pong. Et Guillaume a 27, Daphné a 24, Pénélope a 21. Ma femme, mon épouse Julie, a 3 filles, elle aussi. Donc, c'est rare qu'on ait les 6 en même temps. Là. On est une famille recomposée depuis 10 ans. Mais on est composé du couple parce que les enfants volent de leur propre aile. Donc, j'aime beaucoup ça, là, passer du temps en famille, avoir du fun avec les enfants, faire des activités. Comme samedi, je vais jouer au golf avec Guillaume. Quand je peux, jouer en ski avec Daphné et Pénélope. On joue au tennis. Ça, j'aime bien ça. Mais d'un côté personnel, je fais de la course à pied. Cette année, c'est plus difficile. Je cours des marathons. J'en fais 1 ou 2 par année depuis 4, 5, 6 ans. J'ai fait un 50 km trail dans le Parc national de la Mauricie. Ça, j'ai trippé. C'était vraiment le fun. Je commence à plus aimer courir en forêt que sur les pistes cyclables dans la rue où des fois, tu tombes dans l'une. J'aime beaucoup la pêche aussi. J'aime beaucoup voyager avec Julie. Puis Julie, mon épouse, on a un chien. On aime vraiment ça, aller marcher dans le bois, faire du hiking, se promener. Puis quand je dis voyager, c'est autant au Québec que partir là, des voyages dans le sud ou en Europe. Là, j'adore le Québec. J'aime ça me promener, j'aime ça aller dans Charlevoix, j'aime ça aller dans les Laurentides, dans la Nodière, j'aime ça voir la famille. Mais en termes de sport, le sport que je fais le plus, c'est la course à pied. Puis tu n'as pas le choix de courir souvent. C'est 4-5 fois par semaine quand tu fais des marathons. C'est
pas mal ça. Je joue du ukulélé un peu, mais il ne faut pas que je chante. Quand je suis chaud, des fois, j'ai de la misère à ne pas chanter. Écoute, peut-être une petite rubrique ukulélé au 5 à 7 avec André Roy et sa guitare, on ne sait pas. Non, mais ça, c'est drôle parce que quand j'ai eu 50 ans, le marathon d'Hawaï, à Honolulu, c'était la journée de ma fête de 50 ans. Fait que Julie et moi, on s'est booké ce voyage-là. Fait que je me suis réveillé le matin de mes 50 ans, j'ai fait le marathon d'Honolulu. Julie a fait le 10 km, c'était cool, c'était magique. Puis avant que je parte, j'en parlais à Ron Fournier. Puis là, Ron, vous connaissez Ron un peu, là. Puis là, il m'explique, mais il est vraiment intense, qu'il faut absolument que je m'achète un ukulélé. Puis j'ai pas le choix, là, parce que peut-être je n'irai plus jamais. Puis lui, quand il est allé, il en a acheté un, puis c'était une maudite bonne idée. Il ne sait pas jouer, mais il l'a, puis ça, il rappelle ça. Il m'a tellement perturbé, là. Puis, tu sais, il me tenait le bras, là, puis là, il faut que tu t'achètes un ukulélé. Tu n'as pas le choix. Si tu n'en achètes pas, on va être fâché. Tu vas là-bas, tu t'achètes un ukulélé. Il m'a tellement fait peur que j'en ai vu un paquet à 15-20$ dans des petits kiosques. Puis là, Julie, elle me disait, hey, il est là ton ukulélé pour Ron. Non, on en acheté un vrai. Fait que finalement, j'en ai acheté un à 200$, toute l'équipe. Puis un vrai de vrai. Puis là, il y a plein d'applications pour apprendre sur YouTube puis tout. Puis là, ça fait 3 ans que je me pratique. C'est vraiment Ron est intéressant. intense. Gab, tu m'avais parlé d'une question hors d'onde, si tu veux me poser, mais Ouais, je la trouvais écoute, tellement intéressante. écoute rapidement, là, parce que je pense qu'il nous reste environ 5 minutes. Moi, je ne suis pas pressé, les gars, c'est pour vous autres. Là. Ouais, pas trop. Moi, je voulais savoir, là, Luc, si tu avais une chance de couvrir n'importe quel autre événement sportif, que ce soit le hockey, les séries éliminatoires, là, mettons, on parle d'un Super Bowl, d'un Masters, ça serait quoi ton choix? Bien, le plus beau trip que j'ai vécu, c'est les Olympiques d'été à Londres en 2012. Il faut dire qu'RDS était diffuseur, là, donc toute l'équipe était là. Puis j'ai eu une chance incroyable. Le destin a fait que moi, j'avais 6-7 sports, dont le soccer féminin. Puis les filles avaient remporté le bronze en battant le Japon 1-0, mais ils avaient perdu avant ça en demi-finale contre les Américaines, un match volé par un arbitre. Ça, c'était mon plus beau trip. Donc, j'aimerais vraiment ça, avoir la chance de refaire un jour des Olympiques d'été. Mais si tu me parles d'un événement que j'ai jamais couvert, tu sais, au début des années 90, je faisais le golf pour RDS l'été parce qu'il me manquait des heures. Donc, j'ai fait des skins games, des tournois de la PGA au Québec. Je l'avais même fait un déjà à Vancouver aussi. Donc, le tournoi des maîtres, c'est sûr que ça serait quelque chose là, d'assez particulier. C'est assez spécial, le tournoi des maîtres. Puis François-Étienne Corbin, qui est un de mes bons chums, l'a couvert, puis il est même déjà tombé dans le tirage parce que il y a un certain nombre de journalistes qui participent au tirage et qui peuvent le jouer le lundi. Puis François-Étienne l'avait joué le lundi. Donc, ça, c'est un grand privilège. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment. Ce serait ça ce serait ça en top de liste, je pense. Puis après ça, en deuxième, ce serait le British Open. Ouais. Ah, c'est un excellent choix. Écoute, George, si tu veux finir avec une question, je te laisse aller. Ben, écoute, c'est drôle, on s'en était parlé hors d'onde, puis les deux fans de hockey, fans de sport, puis de golf, puis c'est drôle, le Masters aussi était revenu haut sur notre liste. Écoute, c'est sûr qu'on aimerait ça parler plus longtemps, mais malheureusement, on est comme limité, nous autres, à 30 minutes sur l'enregistrement, puis là, il reste 4 minutes. J'ai goût de poser une autre petite question pendant qu'on a le temps. Vas-y. Tu travailles dans le milieu, je veux dire, je ne sais pas si ça se parle encore, mais est-ce que tu crois que les chances sont mortes pour Québec pour avoir un club de hockey ou ça se parle quand même encore ou c'est vraiment mort présentement? On trouve tous que c'est un projet farfelu, honnêtement, là, tu sais, puis on n'en parle pas trop souvent, puis des fois, quand on passe des commentaires ou même qu'on donne des nouvelles sur Twitter, c'est clair que ça soulève des passions à Québec, là. C'est vraiment dommage parce que les joueurs aimeraient ça, aller à Québec. Tout le monde dans la Ligue aimerait ça aussi. Là, malheureusement, avec l'expansion à Seattle, tu transfères ces montants-là en dollars canadiens. Tu t'approches du milliard, là, si tu calcules le club école, toute l'équipe de dépisteurs, tout le monde qu'il faut que tu trouves. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Peu importe qui serait le propriétaire, c'est énormément d'argent. Puis en plus, la Ligue nationale, elle, ce qu'elle cherche, c'est développer des nouveaux marchés. Amener un club à Québec, ça n'amènera pas de plus d'amateurs de hockey, plus de partisans qui vont être affamés de regarder du hockey. En amenant un club à Seattle, tu vas chercher un nouveau bassin, c'est clair. Donc, selon moi, la seule possibilité pour Québec, c'est carrément
un transfert d'un club qui serait en difficulté. Peut-être que la pandémie va faire mal à des équipes, tu sais. Mais j'ai trouvé que ce dossier-là avait été honnêtement bizarrement piloté un peu surtout au niveau de la ville de Québec, je dirais. Le maire Labombe qui faisait plusieurs sorties publiques, qui montrait ici, ça va être le plus grand jacuzzi de la Ligue, qui est allé visiter l'Arena à Pittsburgh pour s'inspirer d'eux. Une journée que le Canadien jouait en s'annonçant en grande pompe. Tout le contraire de ce que la Ligue nationale veut. La Ligue nationale veut de la discrétion. Ça, il y a du monde dans la Ligue qui me l'ont vraiment dit, que sa façon de gérer ça puis d'exposer publiquement, ça avait déplu. Puis à la fin, des fois, c'est des guerres d'ego aussi, là. Mais je n'abandonne pas à long terme, mais pas pour une expansion. Ça va prendre un transfert. En fait, Québec va être le plan C, là. Ça va être la porte de sortie pour sauver un petit peu un club en difficulté. Mais j'espère que ça va arriver. Puis ça précise. Tu parlais tantôt de ma fille Daphné, elle vit à Lévis, Pénélope aussi. Moi, j'aime ça aller à Québec, puis si j'avais des prétextes pour aller plus souvent, je serais le premier content. Écoute, Luc, c'est vraiment intéressant. Ça rentre pile dans notre temps. Je veux juste rappeler à tout le monde que les fanatiques, c'est sur Instagram, Facebook, Spotify, YouTube. C'était un podcast qu'on a vraiment du plaisir à faire. Donc, merci Gab, puis merci beaucoup, Luc, puis on se revoit à la prochaine. Donc, bonne chance pour la suite, M. Ça fait plaisir, Gab. Ça fait plaisir beaucoup. Puis merci, Jordan. Merci. Puis vous donnerez les liens. Je vais peut-être vous partager ça, les gars. Parfait, ça va me merci faire beaucoup. plaisir. Merci beaucoup. Bye-bye.